Bienvenue de nouveau à la formation en ligne intitulée « Le MES en 10 leçons ». Pour cette 7e émission, il sera question de l'intégration du MES au sein des autres applications de l'entreprise, ce que l'on appelle le système d'information, et des outils et technologies qui facilitent cette intégration. Après l'exposé, Karine aura le plaisir de recevoir Daniel Louis-André, PDG de SPC Consultant, qui a une expérience forte dans ce type de projet. Bonne écoute. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des termes un peu barbares, comme cartographie applicative ou urbanisation, mais qui sont des termes assez usuels dès que l'on parle de système d'information. Le MES appartient à ce que l'on appelle généralement le système d'information industriel. Au sein du système d'information, on peut parler de cartographie applicative, qui décrit la couverture de chaque application dans le système d'information, ou parler d'urbanisation. La notion de cartographie donne une vision statique du périmètre des différentes applications, tandis que l'urbanisation se place plutôt dans une vision dynamique d'évolution du système d'information, que ces évolutions aient une origine technologique, stratégique ou métier. Si l'on s'en réfère à Wikipédia, l'urbanisation du système d'information d'une entreprise consiste à faire évoluer son système d'information, SI, pour qu'il soutienne et accompagne de manière efficace et efficiente les missions de cette entreprise et leur transformation. Cette démarche va nous aider à voir comment le MES peut s'insérer de manière optimale dans le système d'information industriel. Ceux qui ont pu voir les missions d'introduction de cette série se souviennent certainement de ce diagramme. Il montre la place centrale du MES et du MOM au sein du système d'information industriel que l'on peut considérer sous 3 axes. L'axe de la valeur ajoutée, allant des fournisseurs aux clients avec des applicatifs comme les SRM, Supplier Relationship Management, et les CRM, Customer Relationship Management, l'axe du cycle de vie produit, allant du design à la maintenance, avec des applicatifs comme les CAO et les outils de PLM, enfin l'axe de l'entreprise, allant de la production au business, avec les applicatifs d'automation, d'Advanced Process Control et les ERP. Le MES et le MOM se situent au croisement de ces 3 axes. Et ces applicatifs sont amenés de plus en plus à dialoguer avec tous les autres outils, sans oublier les logiciels d'infrastructure comme les applicatifs BPM, Business Process Management. Dans ce contexte, voyons quelle peut être la démarche d'urbanisation. Le CIGREF, Club informatique des grandes entreprises françaises, propose un modèle en 4 couches. Dans la plus haute de ces couches, le modèle traduit la stratégie de l'entreprise. C'est le niveau métier. Juste au-dessous, le niveau fonctionnel traduit le système d'information de l'entreprise et son organisation. Au niveau inférieur, ou niveau application, on trouvera les composants applicatifs du système informatique. Enfin, au niveau technique, on trouvera l'infrastructure technique, ordinateur, serveur, réseau. L'évolution de ce niveau technique peut faire évoluer le modèle. C'est d'ailleurs une cause majeure de la démarche d'urbanisation. Ces évolutions technologiques, l'entreprise peut bien sûr les subir ou les anticiper. Ce qui va permettre de garder la cohérence entre ces différentes couches, c'est un ensemble de référentiels forts, des règles d'urbanisation, des normes, des règles de gestion. La couche métier représente la partie normalement la plus stable du modèle. Pour une entreprise, de manière générale, les processus fondamentaux vont s'organiser autour des processus d'achat, de commerce et de vente. Pour une entreprise industrielle, ces processus vont par exemple se décliner de la manière suivante. Conception des produits, puis dans le cycle de production, approvisionnement des matières premières, production et stockage des produits finis, commercialisation directe et distribution. À ces processus vont s'ajouter des processus transversaux de contrôle, de maintien et de gestion des ressources humaines et techniques, de communication. Tous ces processus ne se déroulent pas nécessairement sur le site de production. Le périmètre usuel d'un site de production est indiqué en mauve. Pour définir la couche fonctionnelle, nous allons procéder en plusieurs étapes. Il faut tout d'abord définir les domaines concernés. Pour un MES, par exemple, ces domaines seront le contrôle de la production, en lien avec la gestion de l'entreprise. Puis nous définirons les fonctions de ces domaines, de façon si possible exhaustive. Cela nous permettra d'identifier les fonctions qui sont concernées, soit parce que les autres fonctions ne sont pas pertinentes dans un premier temps, soit parce qu'elles sont déjà traitées par d'autres applicatifs.
Cela va nous permettre de définir le périmètre du système MES. Une étape importante est la détermination des flux d'informations concernés qui vont impliquer des échanges au sein de l'application MES, mais aussi avec d'autres composants applicatifs. Ces flux d'informations vont être classés en catégories d'informations, par exemple informations sur les matières, sur les personnels, sur le procédé, lesquelles vont conduire à des définitions de l'information. Ces informations vont être échangées au sein du logiciel MES, mais aussi avec les autres logiciels du système d'information de l'entreprise. Nous allons voir les problèmes que cela peut poser au niveau des couches techniques et applicatives. De manière assez classique, les nécessités croissantes d'échange entre des applicatifs conçus indépendamment les uns des autres conduisent au développement au cas par cas d'interfaces entre les logiciels. Le nombre de ces interfaces croît avec le nombre de combinaisons possibles entre les différents applicatifs, chacune d'elles ayant de fortes dépendances avec les composants applicatifs mis en relation. Dès qu'un applicatif évolue, l'ensemble des interfaces concernées doit également évoluer, entraînant des charges importantes sans valeur ajoutée. C'est l'effet plat de spaghetti ou sac de nœuds. Pour limiter l'impact d'une modification d'un des composants applicatifs, on se donnera dans l'urbanisation un objectif de cohérence forte, couplage faible. C'est-à-dire que les informations entretenues au sein des applicatifs doivent être cohérentes entre elles, mais cette cohérence doit entraîner le moins de dépendance possible entre les logiciels. Nous verrons que cet objectif sera grandement facilité par les normes et par les standards. Pour orchestrer les échanges entre les composants applicatifs, on peut se focaliser soit sur les données, soit sur les processus. On fera ainsi intervenir deux types d'outils qui s'avèrent souvent complémentaires. Nous verrons également que pour limiter le nombre des interfaces, on pourra s'orienter vers une architecture orientée service. Quand on parle de cohérence forte et de couplage faible entre deux applicatifs, l'objectif est que chacun de ces applicatifs puisse évoluer indépendamment l'un de l'autre, tout en préservant la cohérence de l'ensemble. À l'extrême, l'applicatif B pourrait être remplacé par un applicatif C de même périmètre fonctionnel, sans compromettre le fonctionnement d'ensemble. C'est évidemment un idéal. Voyons les conditions nécessaires pour s'en approcher. Tout d'abord, la communication de bas niveau entre les composants applicatifs nécessite une couche qu'on pourrait appeler physique ou transport. Aujourd'hui, cette couche est celle qui pose le moins de problèmes, avec comme référentiel des standards de fait généralement issus des technologies Internet et qui sont très largement diffusés. TCP/IP, etc. Le niveau supérieur d'échange est le niveau que l'on pourra appeler syntaxique, qui permet d'isoler les différentes données et objets échangés. Par exemple, OPC permettra d'échanger des données en temps réel entre les applicatifs SCADA et MES d'une part et les composants d'automation, automates programmables, entrée-sortie d'autre part, et ce, de manière indépendante des constructeurs. ODBC et JDBC permettront de stocker des données en base de données, qu'il s'agisse de bases de données Oracle, Microsoft ou IBM. SOAP, dans une architecture orientée service sur laquelle nous reviendrons, permet de définir des échanges standardisés entre des services web. La syntaxe B2MML décline le langage XML dans le contexte de l'ISA 95, etc. Tout ceci est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir agir de manière cohérente, deux composants applicatifs doivent également partager un référentiel sémantique. Savoir, par exemple, ce qu'est un ordre de fabrication, ce qu'est une matière première ou un client. Les questions sémantiques sont rarement aussi triviales qu'on l'imagine, et la cohérence sémantique est essentielle pour la cohérence du système d'information. Par exemple, tel composant applicatif pourra appeler client une société qui est entrée en contact en vue d'acheter, alors qu'un autre ne qualifiera de client que celle qui a déjà acheté. Les processus de traitement de ces deux cas peuvent être complètement différents. Des standards comme l'ISA 95, que nous avons déjà vus dans l'émission d'introduction, sont essentiels comme référentiels de définition des objets manipulés par les composants applicatifs, ainsi que les relations entre ces objets. Pour les échanges d'informations entre deux composants applicatifs, deux orientations sont possibles. Une orientation donnée ou une orientation application. Deux classes d'outils qui représentent ces deux approches sont les ETL et les EAI.
L'ETL, pour Extraction Transform Load, est une architecture orientée données, le plus souvent utilisée pour générer des entrepôts de données pour le décisionnel. L'ETL va puiser dans les bases de données telles que le RP, le MES ou le LIMS pour garnir un entrepôt de données dont la structure est optimisée pour le décisionnel, avec par exemple des cubolapes ou des technologies Big Data. L'ETL fonctionne généralement sous forme de batch pour un traitement massif de données. Son fonctionnement est unidirectionnel et il sera essentiellement utilisé pour le décisionnel. L'EAI, pour Enterprise Application Integration, est une architecture orientée application qui permet à des applications hétérogènes de communiquer en orchestrant le workflow qui les unit. Son fonctionnement est événementiel et il va gérer un flux bidirectionnel. Si plutôt qu'un système BI, on envisage le cas d'un applicatif PLM, on pourra mettre en place un EAI ou un ESB pour Enterprise Service Bus pour orchestrer les échanges entre ces différents logiciels. Le tableau à l'écran résume les caractéristiques de ces deux approches d'outils. En réalité, ils sont beaucoup plus complémentaires que concurrents, dans la mesure où les techniques ETL sont unidirectionnelles et s'adressent presque exclusivement au BI, c'est-à-dire au décisionnel. L'urbanisation du système d'information va nécessairement passer par la mise en place d'EAI ou d'ESB. La plupart des EAI ou ESB ont une architecture orientée service, Service Oriented Architecture, dont nous allons voir l'intérêt. Les architectures orientées service, ou SOA, Service Oriented Architecture, se sont diffusées avec l'essor des sites web, exigeant le dialogue entre plusieurs sous-systèmes. Un serveur web, une ou plusieurs bases de données, des clients, des produits, et un ou plusieurs applicatifs métiers. Gestion de catalogue, gestion de commandes en ligne, système de paiement. Aujourd'hui, les démarches d'urbanisation des systèmes d'information vont toutes dans le sens des architectures SOA. Pour voir l'intérêt de ces architectures, nous allons prendre l'exemple de mise en œuvre d'un MOM, Manufacturing Operation Management. Comme nous l'avons vu auparavant, le MOM a un périmètre plus large que le MES. Il recouvre non seulement la production, mais également la qualité, la maintenance et la logistique. Dans la pratique, on ne trouvera pas l'ensemble des fonctions de ces 4 domaines dans le même applicatif. Un même éditeur pourra éventuellement fournir une suite couvrant ces domaines, mais ce ne sera pas un composant applicatif d'un seul tenant, ce qui est sans doute mieux pour l'industriel. Le plus souvent, nous aurons des logiciels distincts pour ces différents domaines, par exemple un MES pour la production, un LIMS pour la gestion de la qualité, une GMAO pour la gestion de la maintenance, et un VMS, un WMS pour la gestion de la logistique. Bien évidemment, des échanges sont nécessaires entre ces différents composants applicatifs, qui présentent peut-être même des recouvrements sur certaines fonctions. Les flèches pleines représentent les échanges essentiels, les flèches en pointillés, les échanges de moindre importance. Évidemment, cela peut varier suivant le métier, et ces échanges peuvent être plus ou moins critiques. Si l'on développe des interfaces de manière traditionnelle entre les composants applicatifs, on voit que l'on va être amené à développer 6 interfaces différentes entre ces composants applicatifs de chaque côté et que 3 interfaces seront à revoir ou à redévelopper lors de l'évolution d'un composant applicatif. Dans une architecture orientée service, chaque composant expose ses fonctions au travers d'un service, dont l'interface unique est définie par le référentiel et donne accès à toutes les fonctions du composant comme on le peut voir sur la figure. 4 services d'interface, comme on le voit, au lieu de 6 interfaces spécifiques sont à développer, mais surtout, un seul service est adapté en cas d'évolution des composants applicatifs. Pour mettre en œuvre la démarche d'urbanisation, voyons quelles sont les principales étapes. La démarche d'urbanisation part naturellement d'un existant, en termes d'architecture métier, d'architecture applicative et bien sûr d'architecture technique. Comme l'urbanisation n'est pas instantanée mais s'inscrit dans le temps, l'entreprise va évoluer. Par exemple, l'entreprise compte développer sa gamme de produits bio qui vont passer par de nouveaux canaux de distribution ou développer sa vente par Internet. La stratégie de l'entreprise va alors amener à une architecture métier cible.
Pour assurer cette architecture métier cible, nous aurons besoin d'un certain nombre de fonctions déjà existantes dans les applications actuelles ou nouvelles. On déterminera alors une architecture fonctionnelle cible. Celle-ci, à son tour, va déterminer l'évolution de l'architecture applicative existante vers une architecture applicative cible, ainsi que l'évolution technique correspondant vers l'architecture technique cible. Un petit résumé de ce que nous avons vu dans cette session très riche. D'abord un rappel. Le MES n'est pas seul, mais est au cœur d'un système d'information industrielle de l'entreprise qui lui-même fait partie du système d'information général de l'entreprise. Nous avons présenté un modèle en 4 couches qui permet de prendre en compte à la fois les évolutions stratégiques de l'entreprise et les évolutions technologiques. En entrant dans le détail, nous avons vu comment déterminer le périmètre fonctionnel d'un applicatif et définir les informations manipulées. Puis nous nous sommes intéressés aux différentes approches d'échange entre composants applicatifs et aux outils de type ETL ou EAI en montrant l'intérêt d'une architecture orientée service, en particulier pour le MES et pour le MOM. Enfin, nous avons vu les principales étapes d'une démarche d'urbanisation. J'ai bien entendu. On a parlé d'urbanisation des systèmes. Finalement, c'est logique. On parle bien des autoroutes de l'information. Maintenant, il faut construire les villes. Les éditeurs de logiciels posent leur offre applicative bien souvent de façon centrale par rapport aux autres offres du marché. Alors, dans la pratique, c'est vrai que les entreprises doivent composer avec un grand nombre de logiciels, que ce soit de type ERP, MES, PLM, CRM, LIMS. Alors, selon vous, quels sont les principaux logiciels à orchestrer en regard du MES ? Le MES a une place centrale au niveau du système d'information de l'usine parce qu'il est naturellement dédié au pilotage temps réel de la production. Il va donc naturellement collaborer avec le l'ERP, qui est le chef d'orchestre du système d'information de l'entreprise, le WMS, qui va gérer les entrepôts et les flux physiques, et le LIMS, qui va traiter de la qualité des matières et des produits. Au-delà de cet environnement naturel, le MES peut être amené à puiser une partie de ces données dans le PLM, dont le rôle est de travailler, lui, sur la conception des produits et la gestion de leur cycle de vie. Alors justement, quelles sont les principales erreurs à éviter dans ce domaine ? Bien, je vois principalement 2 erreurs. La première erreur serait de se lancer dans un travail d'urbanisation, alors même que les enjeux majeurs de l'entreprise ne sont pas formalisés. Or, urbaniser, c'est définir le système d'information de demain pour supporter la stratégie de l'entreprise. La deuxième erreur serait de faire ce travail d'urbanisation avec une connaissance insuffisante du périmètre fonctionnel des logiciels du marché. Or, urbaniser, c'est essentiellement positionner les différentes briques du système d'information là où leur contenu fonctionnel est le plus pertinent. Alors, le diaporama que l'on vient de voir illustre la cartographie des logiciels et des interfaces. On parle aussi d'outils pour cadrer le périmètre d'un MES. Alors, dans votre propre expérience, quels outils avez-vous précisément utilisés ? Urbaniser, c'est forcément prendre l'habitude de modéliser. Et fort heureusement, il y a des outils pour aider à opérer cette modélisation. On parle souvent de la norme S95, c'est un excellent outil pour modéliser les processus industriels et les fonctions à traiter. Attention néanmoins, dans un travail d'urbanisation, il faut aussi modéliser les données. C'est une part importante de l'activité et il ne faut pas l'oublier. Alors, si je comprends bien, l'urbanisation, c'est un travail d'informaticien. Alors là, je dois dire que force est de constater que vous n'avez pas bien suivi la présentation de notre COBO.
Quand on regarde la démarche proposée en matière d'urbanisation, on s'aperçoit que les informaticiens n'interviennent réellement qu'au niveau de la structuration du modèle fonctionnel et applicatif. Or, ces deux modèles ne s'autogénèrent pas. Ils sont le fruit de la déclinaison de la stratégie d'entreprise, des enjeux et des processus métiers. Donc urbaniser, c'est forcément un travail collaboratif entre la direction d'entreprise, les personnels métiers et les informaticiens. C'est incontournable. Des rachats opérés par de grands acteurs ou de grands constructeurs tendent à présenter plusieurs logiciels comme un ensemble qu'il faudrait acquérir auprès d'un même éditeur. Qu'en pensez-vous? Ne nous voilons pas la face. L'offre complète de certains éditeurs de MES est le fruit, en pratique, de développement interne, mais aussi de rachat de briques logicielles auprès de sociétés tierces. Le niveau d'intégration réel que l'on peut constater à la mise en œuvre de ces outils est quelquefois légèrement inférieur à ce qu'on peut dire sur la plaquette commerciale. Ne nions pas néanmoins l'intérêt d'avoir une suite logicielle complète. Gardons simplement un œil très critique sur le niveau d'adéquation fonctionnelle réel des différents modules par rapport à vos besoins. Le fait qu'un système soit destiné à être déployé sur plusieurs sites, est-ce que cela a une incidence sur le travail d'urbanisation? C'est une question très pertinente. En effet, cadrer, urbaniser un projet MES sans tenir compte de cette composante, ça serait quelque part construire le monde en deux dimensions seulement. Dans la pratique, multisite veut dire hétérogénéité de l'existant informatique, hétérogénéité des processus métiers, et donc urbaniser, cadrer un projet MES dans ces conditions veut dire surtout harmoniser les processus métiers, les homogénéiser de manière à ce qu'effectivement le MES traite quelque chose qui est cohérent dans son ensemble. Et tout ce travail qui effectivement demande une certaine énergie, c'est aussi un gain très très important vis-à-vis de l'entreprise elle-même. Merci Daniel de SPC Consultant pour ses commentaires et retours d'expérience. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette session en vidéo sur notre site et sur l'espace réservé Vimeo. Dans la prochaine session, retour à la production. Nous verrons comment le MES permet d'assurer le plan de production. Un objectif primordial en fait. Venez nombreux.